Aujourd'hui, nous allons explorer les événements marquants du 8e jour du procès très médiatisé de Sean Diddy Combs, en date du 21 mai 2025. La journée a commencé sans la présence du jury dans la salle d'audience, alors que les avocats des deux parties échangeaient avec le juge Arun Subramanian. Sean Combs, cette fois, était bien présent dans la salle. L'audience s'est ouverte avec la reprise du témoignage de Gérard Gannon, agent spécial du département des enquêtes de la sécurité intérieure. Gannon est responsable de la perquisition menée en mars 2024 au domicile de Combs à Miami Beach. Il a détaillé les circonstances de cette intervention, à laquelle ont participé entre 80 et 90 agents, soulignant la taille impressionnante de la propriété. Lors de cette opération, des armes, des munitions et même de l'huile pour bébé avaient été découvertes. Les procureurs avaient initialement annoncé que Scott Mescudi, mieux connu sous son nom de scène Kid Cudi, pourrait témoigner dès aujourd'hui. Cependant, ils ont précisé plus tard dans la matinée qu'il ne montrait finalement pas à la barre avant jeudi. Cette attente alimente la tension autour de son éventuel témoignage, d'autant que la semaine dernière, Cassie Ventura, ancienne compagne de Combs, avait affirmé que celui-ci était entré dans une rage incontrôlable après avoir appris sa brève relation avec Mescudi. Elle a également déclaré avoir mis fin à cette relation après avoir été agressée et menacée par Combs, qui aurait promis de s'en prendre également au rappeur. Plus tard dans la journée, Dawn Hughes, psychologue clinicienne et médico-légale, devrait être appelée à témoigner en tant qu'experte. Son intervention visera à éclairer le jury sur le comportement des victimes dans des relations abusives. Pourquoi elles restent, comment elles réagissent, et pourquoi certaines ne parlent que tardivement. Toutefois, en vertu d'une décision préalable du juge, elle ne pourra pas s'exprimer sur la notion de contrôle coercitif, ni sur la crédibilité spécifique des victimes présumées de cette affaire. Ce 8e jour d'audience s'inscrit donc dans une progression stratégique pour l'accusation, mêlant faits concrets et éléments psychologiques, alors que le procès entre dans une phase de plus en plus sensible. Lors de la perquisition menée en mars 2024 au domicile de Sean Diddy Combs à Miami Beach, l'agent spécial Gérard Gannon a témoigné qu'un sac Gucci trouvé dans un placard contenait un assortiment de pilules, de la poudre blanche, une substance semblable à de la roche cristalline, une paille en plastique, un billet de $100 et d'autres objets. Selon une stipulation lue au tribunal, la poudre ainsi que les résidus trouvés sur la paille ont été testés positifs à la cocaïne et à la kétamine. Les résidus sur le billet de $100 ont également été testés positifs à ces deux substances. Un flacon de gouttes pour les yeux retrouvé dans le sac contenait, d'après la même stipulation, de la MDMA et de la kétamine. Plusieurs comprimés retrouvés sur place ont été testés positifs à la MDMA. D'autres, à l'alprazolam, le principe actif du Xanax. Certains combinent kétamine et alprazolam, d'autres encore contiennent de la méthamphétamine et de la MDMA. Le jury a également vu des photos prises lors de la perquisition, montrant notamment des boîtes remplies de bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiants intimes retrouvés dans un placard de la maison. Gannon a précisé, 25 bouteilles d'huile pour bébé et 31 bouteilles de lubrifiant ont été retrouvées dans ce placard. Dans la salle de bain principale, les agents ont découvert une boîte ornée d'une plaque d'or avec l'inscription « Puffy », a déclaré Gannon. À l'intérieur, ont été retrouvées de la MDMA ainsi que des capsules contenant le principe actif des champignons. Des photos des stupéfiants et de cette boîte ont été présentées au jury. Une arme de poing calibre .45, chargée, a été retrouvée dans une valise située dans une chambre de la maison d'hôte, identifiée par Gannon comme une « guérite ». À la barre, Gannon a montré un sac de preuves contenant les balles récupérées dans l'arme à feu. Le contre-interrogatoire de l'agent spécial a ensuite été mené par l'avocate de la défense, Tenny Geragos. Elle lui a demandé de confirmer que les deux fusils AR-15 retrouvés dans le placard de la chambre principale étaient démontés et non chargés au moment de leur découverte. Ce que Gannon a confirmé. Il a également précisé que 6 personnes se trouvèrent dans la maison au moment de la perquisition. Un producteur de musique, un gestionnaire immobilier et d'autres membres du personnel. Tous ont été menottés pour permettre leur identification et une fouille par les forces de l'ordre. Le producteur de musique n'a pas été identifié, et aucune arme ni accessoire n'a été trouvée sur ces personnes. L'interrogatoire de Gannon terminé, c'est la psychologue clinicienne et médico-légale Dawn Hughes qui a été appelée à la barre. Elle est la 11e témoin citée par l'accusation. Hughes est une experte reconnue, ayant témoigné dans plusieurs affaires très médiatisées,
notamment au procès en diffamation de 2022 opposant Amber Heard à Johnny Depp, ainsi que dans les procès de Keith Raniere et du chanteur R. Kelly. À la barre, elle a été interrogée par la procureure adjointe Mitzi Steiner. Hughes a déclaré « Mon expérience est unique car j'ai presque toujours suivi une formation en traumatologie. » Elle a expliqué avoir commencé à travailler dans un programme d'aide aux victimes de violences conjugales alors qu'elle était encore à l'université. Le juge Arun Subramanian l'a qualifiée de témoin expert en psychologie clinique et médico-légale, spécialisé dans les traumatismes et le stress traumatique. Conformément aux règles habituelles, elle a été interrogée sur ses qualifications et son expérience avant d'être officiellement reconnue comme experte devant le tribunal. Elle devait témoigner sur les raisons pour lesquelles les victimes en général restent dans des relations, comment elles font face à de telles situations, pourquoi certaines se confient tardivement, et comment le traumatisme affecte la mémoire. Le juge avait toutefois statué qu'elle ne pourrait pas s'exprimer sur certaines notions comme le contrôle coercitif, ni donner d'avis sur la crédibilité spécifique des personnes accusatrices dans cette affaire. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le témoignage de la psychologue clinicienne et médico-légale Dawn Hughes, entendue comme experte lors du procès de Sean Diddy Combs. Elle a déclaré à la cour qu'elle témoignerait en tant qu'experte aveugle, fournissant des informations générales sur la violence domestique, le viol, les agressions et le stress traumatique, sans n'avoir rencontré ni évalué les victimes ou les témoins dans cette affaire. Elle a précisé n'avoir interrogé aucune personne liée au dossier. Elle a également affirmé avoir vu des articles de presse concernant l'affaire, mais ne pas avoir suivi les audiences. Hughes a indiqué être rémunéré $600 de l'heure pour son travail et $6 000 pour une journée de témoignage. Elle a déclaré devant le jury qu'il était très courant que les victimes restent dans des relations abusives. Selon elle, les agresseurs emploient diverses formes d'abus, pas seulement physiques, pour piéger leurs victimes. Il s'agit du pouvoir et du contrôle que l'agresseur exerce sur sa victime, a-t-elle déclaré. Elle a poursuivi en expliquant que les violences à caractère intime sont un préjudice très privé, ce qui rend souvent difficile pour une victime de chercher de l'aide ou de quitter la relation. Elle a dit « Ils ressentent énormément de honte, d'humiliation et de dégradation. Ils refusent d'en parler. Ils refusent même d'y penser. » La psychologue a également mis en lumière le rôle important que joue la dépendance financière dans la décision d'une victime de rester. Elle a souligné que des ressources sont nécessaires pour partir, mais que lorsque l'agresseur contrôle les dépenses, la victime se sent bloquée. L'agresseur sabote la capacité de la victime à être indépendante, a-t-elle dit. Comment pouvez-vous partir si vous n'avez pas accès à ces ressources tangibles? Hughes a décrit la complexité émotionnelle des relations abusives, expliquant qu'elles contiennent souvent de l'amour et de la gentillesse en plus de la violence. La victime veut cela, elle veut le récupérer. Alors, quand on lui montre cela, c'est très encourageant, a-t-elle déclaré. Elle a introduit le concept de lien traumatique, expliquant qu'il peut maintenir une victime attachée à son partenaire malgré les violences. Il faut souvent plusieurs tentatives pour quitter une relation abusive, a-t-elle expliqué. Il y a ce schéma de retour et de réconciliation, puis de retour à nouveau. Elle a mentionné que les victimes peuvent vouloir revenir vers la bonne version de leur partenaire qu'elles aiment encore, ou parce que les violences persistent même après la rupture. Hughes a détaillé comment les mécanismes d'adaptation s'intensifient avec la gravité des abus. Ces mécanismes, souvent centrés sur la relation, incluent parfois la riposte, mais le plus courant est de tenter de négocier avec le partenaire pour faire cesser les violences et préserver l'amour. Elle a ensuite parlé de la légitime défense passive et active. L'autodéfense passive comprend, selon elle, des comportements visant à désamorcer la violence, comme bloquer les coups ou se recroqueviller au sol. En revanche, la légitime défense active peut inclure des gestes plus directs comme jeter des objets ou riposter. Les victimes recourent à la légitime défense active pour se défendre, même si, dans de nombreux cas, cela entraîne généralement des blessures plus graves, a-t-elle précisé. Les victimes recourent à la légitime défense active pour se défendre, même si, dans de nombreux cas, cela entraîne généralement des blessures plus graves, a-t-elle précisé. La psychologue a également déclaré qu'il était courant que les victimes utilisent des substances pour se engourdir. Les victimes consomment souvent des substances, ou boivent avant de voir leur partenaire, à titre préventif pour éviter d'autres souffrances psychiques ou psychologiques à venir, a-t-elle dit.
Hughes a affirmé qu'il est rare que les victimes parlent des abus au moment où ils se produisent. De nombreuses victimes attendent des mois, voire des années, avant de raconter ce qui leur est arrivé, a-t-elle déclaré. Elle a expliqué que les victimes sont généralement plus disposées à parler lorsqu'il s'agit d'un inconnu. Plus la relation avec l'agresseur est étroite, moins vous serez susceptible de le révéler, a-t-elle précisé. Enfin, elle a abordé la manière dont les victimes s'expriment lorsqu'elles révèlent un abus. Elles utilisent souvent un langage minimisant et évasif, a-t-elle dit. Elles ne veulent pas se considérer comme des victimes. Elles ne veulent pas que leur agresseur soit considéré comme tel. C'est trop douloureux d'admettre que quelqu'un qui m'aimait m'a fait ça. Elle continue de se culpabiliser. La psychologue clinicienne et médico-légale Dawn Hughes avait témoigné de la manière dont les traumatismes affectent la mémoire. Elle avait expliqué que les victimes se souviennent généralement de l'essentiel d'un événement traumatique ainsi que des détails sensoriels centraux perçus comme significatifs. En revanche, d'autres détails, dits périphériques et jugés non importants sur le moment, sont moins bien mémorisés. C'est quelque chose de très unique pour chaque personne et chaque situation dans laquelle elle se trouve, avait-elle précisé. Certains souvenirs traumatiques peuvent aussi être fragmentés, mais cela ne les rend pas pour autant non fiables, avait-elle ajouté. Hughes avait déclaré que les victimes ne se souviennent généralement pas de chaque instant précis où elles avaient été abusées. Dans le contexte de la violence domestique, elle avait parlé d'une forme de routine qui s'installe. Elle avait expliqué qu'une victime peut en venir à confondre différents épisodes de violence, tout comme il arrive à chacun de confondre des événements banals qui se répètent régulièrement. Elle avait illustré cela en disant « Je sais que j'ai reçu plusieurs coups de poing, mais je ne peux pas vous dire quand c'était. » Les souvenirs sont plus facilement conservés lorsqu'un incident est associé à un marqueur, comme une date d'anniversaire ou un événement significatif. Après ce témoignage, la procureure adjointe Mitzi Steiner avait terminé sa série de questions. L'avocat de la défense, Jonathan Bach, avait alors entamé un contre-interrogatoire, portant d'abord sur la méthode d'évaluation médico-légale utilisée par Hughes dans le cadre judiciaire, différente selon elle de l'approche clinique. Elle avait expliqué qu'elle procédait généralement à un entretien complet, à des tests psychologiques supplémentaires et à l'analyse de documents externes pour produire une évaluation détaillée. Après la pause déjeuner, le juge était revenu dans la salle d'audience. Le jury n'étant pas encore présent, le contre-interrogatoire avait repris dès leur retour. Jonathan Bach avait demandé à Dawn Hughes de confirmer qu'elle n'avait recueilli aucune information spécifique sur les faits liés à cette affaire. Elle avait répondu que c'était exact, ajoutant « Je ne donne aucune opinion sur une personne en particulier. » Elle avait reconnu avoir seulement entendu le prénom Cassie mentionné dans le contexte de l'affaire, sans pour autant avoir lu son témoignage ni consulté de documents relatifs à une éventuelle consommation de substances. Hughes avait rappelé qu'elle intervenait ici comme experte aveugle, fournissant des éléments généraux sur les violences conjugales, les V, les agressions lors de rapports intimes, ainsi que le stress post-traumatique, sans évaluer de personnes directement impliquées. À un moment, après une discussion entre les avocats et le juge Arun Subramanian, ce dernier avait demandé au jury de sortir quelques instants. La défense souhaitait interroger Hughes à propos d'un webinaire qu'elle avait animé en 2015, portant sur la manière de préparer un témoignage devant le tribunal. L'accusation avait estimé que ce webinaire ne démontrait aucune partialité de sa part. Bach, en revanche, avait soutenu qu'il s'agissait d'une formation pour les défenseurs de victimes de violences conjugales et que le fait que Hughes soit rémunéré en grande partie pour ses interventions en tant que témoin professionnel pouvait refléter une certaine perspective. Les témoins experts y sont très dangereux parce qu'ils arrivent avec une aura d'autorité, avait déclaré Jonathan Bach devant le tribunal. La procureure adjointe Maureen Comey s'était opposée à l'introduction du document contenant les points clés du webinaire, arguant qu'il risquait de semer la confusion et de détourner l'attention du procès. Le juge avait tranché, le document ne serait pas déposé au dossier, mais Bach était autorisé à interroger Hughes à ce sujet. Le document, maintenant que je le consulte, ne dit pas grand-chose, avait-il commenté. Hughes avait repris place à la barre, ainsi que le jury. Elle avait alors été questionnée sur cette formation donnée aux défenseurs de victimes, indiquant qu'elle pensait que le groupe qu'elle avait formé bénéficiait d'une subvention du ministère de la Justice dans le cadre de la loi sur la violence faite aux femmes. Durant cette phase, les échanges entre la défense et l'accusation s'étaient intensifiés. Bach avait demandé à Hughes de confirmer qu'elle avait rencontré les procureurs à 6 reprises pour préparer son témoignage, y compris après le début du procès. Elle avait affirmé que ces rencontres n'avaient pas porté sur les faits spécifiques de l'affaire. Le contre-interrogatoire s'était alors achevé.
La procureure adjointe Mitzi Steiner avait repris la parole pour interroger une dernière fois la psychologue. Elle avait confirmé que Hughes s'était uniquement appuyé sur les documents fournis par le tribunal et que ceux-ci avaient été expurgés de tout élément de fait spécifique à l'affaire. Enfin, Steiner avait posé une dernière question, confirmant que Hughes avait été engagé comme experte par l'un des avocats de la défense de Sean Combs dans une autre affaire. Bash avait également confirmé que Dawn Hughes avait déjà collaboré avec l'avocat Brian Steele, bien qu'elle n'ait pas témoigné dans cette autre procédure. La psychologue Dawn Hughes ayant terminé son témoignage, elle quitta la barre. C'est alors George Kaplan, ancien assistant exécutif de Sean Combs, qui prit place à la barre. Il s'agissait du 12e témoin cité par l'accusation. Kaplan avait reçu une assignation à comparaître qui l'obligeait à témoigner. Plus tôt dans la journée, il avait invoqué son droit de garder le silence, garanti par le 5e amendement, évoquant un risque d'auto-incrimination. Toutefois, le juge Arun Subramanian indiqua qu'il allait signer une ordonnance d'immunité, le forçant ainsi à témoigner. Kaplan expliqua que sa journée commençait généralement vers 9h30, moment où il s'assurait que le chef et le personnel d'entretien étaient prêts. Il veillait aussi à ce que la salle de bain de Combs soit équipée de ses articles de toilette et de ses médicaments. Il se rappela que sa journée finissait parfois vers 17 ou 18 heures, et parfois aussi tard que 7 heures du matin. Il affirma avoir travaillé entre 80 et 100 heures par semaine, et percevait un salaire annuel d'environ 125 000 $. Kaplan avait commencé à travailler pour Combs Enterprise en 2013 en tant qu'assistant exécutif du directeur des opérations. Environ 10 mois plus tard, il fut promu au poste d'assistant exécutif personnel de Sean Combs. Il était alors sous la supervision de Christina Coram, ancienne directrice de cabinet de Combs, qu'il décrivit comme étant celle qui dirigeait entièrement sa vie. Kaplan témoigna que, durant le second semestre de 2015, Sean Combs avait engagé une société de sécurité agréée. Il expliqua que cette nouvelle équipe était bien plus professionnelle et raffinée que les anciens gardes du corps de longue date. Il semblait avoir beaucoup de formation en temps réel, dit-il. Kaplan décrivit également qu'il communiquait quotidiennement avec Combs via SMS, appels ou courriels. Ces échanges portaient sur différents besoins de Combs, comme des vêtements ou potentiellement de la nourriture de quelque part, ou des substances, ou de l'alcool, ou un iPad, ou une enceinte. Il déclara aussi que son ancien patron menaçait régulièrement son emploi, presque tous les mois. Selon lui, Combs affirmait vouloir être entouré des meilleurs, mais que ceux qui l'entouraient à l'époque n'étaient pas à ce niveau. Kaplan précisa. Parfois, il exprimait cela avec colère, parfois avec motivation. Il se souvint d'un incident survenu pendant sa première semaine de travail. Combs lui avait demandé d'acheter une bouteille d'eau sans BPA d'un gallon chez Whole Foods. Le magasin n'en avait pas, alors Kaplan avait rapporté 2 bouteilles d'un demi-gallon. Il était très près de mon visage, raconta Kaplan, en expliquant que Combs lui avait alors exprimé sa colère, car ce n'était pas ce qu'il avait demandé. Kaplan déclara avoir voyagé avec Combs vers plusieurs destinations, notamment New York, Miami, Atlanta, Washington D.C. et Orlando. Il voyageait soit à bord du jet privé de Combs, soit à l'avance sur un vol commercial, afin de s'assurer que le logement de Combs était correctement aménagé. Il évoqua la première fois qu'il dut préparer une chambre d'hôtel pour Combs. On lui avait donné un sac à déballer contenant des vêtements, une enceinte, des bougies, de l'alcool, de l'huile pour bébé et de l'astroglide. Après cette première expérience, Kaplan expliqua qu'il achetait régulièrement les mêmes fournitures avec sa carte de crédit professionnelle. Il précisa que cette demande venait soit de Combs lui-même, soit de Christina Coram. Les chambres d'hôtel étaient généralement réservées sous le nom de Frank Black, une référence au surnom du rappeur Notorious B.I.G., Frank White, expliqua Kaplan. Il indiqua avoir compris que Combs y recevait des invités, ou une partenaire féminine. Une fois Combs parti, Kaplan entrait pour ranger et emballer ses affaires. Kaplan déclara « Le protéger et préserver son image publique était très important, et c'était quelque chose que je tenais à faire. » Il décrivit ce qu'il trouvait habituellement dans les chambres après le départ de Combs. Des bouteilles de Gatorade, des bouteilles d'alcool, de l'huile pour bébé. Un jour, il nettoya une poudre cristallisée brune sur un plan de travail. Il ajouta « Je ne savais pas ce que c'était, mais je l'ai nettoyé au cas où. » Kaplan raconta avoir acheté de la drogue pour Combs à 2 reprises, une fois à Miami, une fois à Los Angeles. Il expliqua que Combs lui donnait de l'argent et un numéro à appeler, et qu'il se chargeait ensuite d'aller récupérer la drogue. Une fois, il s'agissait de MDMA, et l'autre fois, il ignorait la nature exacte de la substance. Le jury fut libéré pour la journée.
George Kaplan devait reprendre son témoignage principal jeudi à 9 h. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et nous encourager à continuer à vous partager jour après jour les mises à jour sur cette affaire.